Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. Brut, c'est la parodie de Brut par Bertrand Huskla. Ah oui, excellent. C'est très rigolo. Absolument, très bien. Je viens d'entendre les pop du 17h et on est sur France Inter. Les infos, Laetitia Gaillet. Il est venu, il a vu, mais il n'a pas encore vaincu. Emmanuel Macron achève cet après-midi son déplacement en Haute-Savoie, déplacement vert pour la couleur autour du Mont-Blanc et de la vallée d'Arve. Le chef de l'État a commencé donc sa journée par une marche sur la mer de glace. Le réchauffement climatique, version visible. Sur place, le reportage de Cyril Graziani. Pour l'occasion, il a sorti sa combi bleu-blanc-rouge. Emmanuel Macron est allé voir lui-même les conséquences accélérées du réchauffement climatique. Opération communication ficelée avec sa longue descente vers le glacier, les 500 marches et au loin, une petite surprise. Il y a un chamois. Car pour le reste, il n'y a pas de quoi sourire. Dans la région, la température a augmenté de 4 degrés en 50 ans. Le niveau du glacier baisse, 4 à 5 mètres par an et se constate d'année en année. 85, 90, 2002, 2010, 20 marches ont dû être rajoutées pour accéder à la mer de glace. Le chef de l'État ce matin était accompagné de spécialistes du climat, notamment le glaciologue Luc Moreau. Quand on parle d'environnement, c'est le temps long. Malheureusement, vous ne le verrez pas pendant votre mandat. C'est des décisions que vous allez prendre. Vous avez raison. Mais par contre, on n'oubliera pas vos décisions. Vous serez à la source. C'est très juste. À son retour à Chamonix, le président ne peut que constater les dégâts. Ce que nous voyons avec l'évolution du glacier, c'est la preuve irréfutable, la trace en effet de ce réchauffement, de ces dérèglements et au fond du basculement de tout un écosystème. Emmanuel Macron tente de soigner une nouvelle fois son image de président écolo, mais à un mois d'un scrutin, les municipales, où cette sensibilité sera à coup sûr très forte, ça n'est pas anodin. Chamonix, François Rivalan, Cyril Graziani, France Inter. À noter, 250 personnes environ ont profité de la venue d'Emmanuel Macron aujourd'hui en Haute-Savoie pour manifester contre la pollution dans la vallée de l'Arve, mais aussi la réforme des retraites. Et sur ce sujet, il y avait une réunion ce matin à Matignon avec les partenaires sociaux, un point d'étape. Après 2 heures d'échange, Édouard Philippe a vu de nouvelles avancées, quand les syndicats, eux, ont vu des blocages. À chacun sa vision de la réforme. Les syndicats réclament plus sur la pénibilité. Le patronat lui exige de son côté un chiffrage précis. Le texte doit arriver lundi à l'Assemblée. Demain, 181 personnes sortiront du centre de vacances de Carry-le-Rouet dans les Bouches-du-Rhône. Quarantaine finie pour ces personnes qui étaient arrivées il y a 14 jours de Chine. Aucune n'a développé la maladie, le coronavirus. Elles pourront donc rentrer chez elles. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qui sera l'invitée demain du 7-9, devrait faire un point sur la situation dans la soirée. Mais l'épidémie de coronavirus pose aussi la question économique. Entre les salons annulés et les compétitions sportives, quel impact l'épidémie aura sur nos économies ? Ce matin, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, assurait que cela pourrait nous coûter 0,1 point de croissance, plus si ça dure. Ça tombe mal quand on sait que l'emploi repart en France. La preuve par les chiffres du 4e trimestre 2019. Le taux de chômage a baissé de 0,4 points selon l'INSEE, qui s'appuie sur les normes du Bureau international du travail. Il s'établit donc à 8,1%, département d'outre-mer inclus. La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, estime que l'objectif des 7% est atteignable. Prudence, lui répond Mathieu Plane de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Le problème, c'est que les marges de manœuvre sur la croissance restent quand même assez faibles. On va plutôt réviser la croissance à la baisse sur 2020. Il y a le risque de ce halo du chômage. S'il baisse, ça va faire des chômeurs en plus dans les trimestres à venir. Et l'autre potentiel, c'est que les politiques fiscales sont plutôt... les grosses mesures ont été plutôt faites par le passé. Donc finalement, on va dire, les grains à moudre restent assez faibles du côté de la baisse du chômage, même si en tendance, il peut baisser. Donc c'est pas inatteignable, les 7%, mais ça veut dire qu'il faut encore des politiques de l'emploi volontariste et encore de la croissance. Tariq Ramadan a été entendu aujourd'hui par les juges d'instruction parisiens. L'islamologue suisse controversé continue d'être interrogé sur 2 viols qu'il conteste. Un coup de gueule aujourd'hui, celui de Handicap International à Genève contre une décision de Donald Trump sur les mines antipersonnelles. Il y a quelques jours, le président américain a annoncé qu'il autorisait l'utilisation de ces armes par l'armée américaine. Une décision grave selon l'ONG, un recul historique. Handicap International a pris la parole devant les Nations Unies aujourd'hui à Genève. Le reportage de Jérémy Lange. Les États-Unis n'ont jamais adhéré au traité d'Ottawa qui bannit les mines antipersonnelles. Mais dans les faits, l'armée américaine ne s'en servait presque plus. Barack Obama les avait même interdites, sauf en Corée. La décision de Washington pourrait avoir un effet boule de neige désastreux. C'est ce que dit Emmanuel Sauvage de Handicap International. Quel message on donne aux États parties si le plus gros bailleur de fonds du déminage se met à réutiliser ces mines-là ? Est-ce que ça va donner d'autres idées à d'autres États ?
On n'en sait rien. L'histoire nous dira si effectivement ils vont utiliser les mines ou pas. Dans la foule, une personne prend les déclarations de Donald Trump encore plus au sérieux que les autres. Elle s'appelle Nhiep Smeun. Cette Française d'origine cambodgienne a perdu sa jambe en marchant sur une mine quand elle avait 10 ans. Pour moi, c'est pas un effet d'annonce. En tant que victime, il y a 30 ans, j'ai marché sur les mines antipersonnelles. Le mot a un sens pour moi. Qu'est-ce qui justifie la décision? Pour séduire son électeur? Non. Je suis vraiment désolée, mais c'est non. Le Pentagone a tenté de rassurer. Les nouvelles mines antipersonnelles devraient s'autodétruire au bout d'un mois si elles n'ont pas explosé. Un argument balayé par Handicap International qui rappelle que les civils n'ont aucun moyen de savoir quand les mines ont été déposées. Les civils représentent près des 3/4 des victimes. En 2018, les mines antipersonnelles ont tué près de 7000 personnes à travers le monde. Genève, Jérémy Lange, France Inter. Enfin, l'effrayante surprise de policiers strasbourgeois. Aujourd'hui, ils ont arrêté un chauffard qui avait grillé un feu rouge. À bord de la voiture, il découvre un ado de 12 ans seulement qui avait pris la Mercedes de son père, qui s'est dit son père atterré quand il a retrouvé son fils. Le garçon de 12 ans et le passager de la Mercedes, 14 ans, seront convoqués ultérieurement devant un juge pour enfants en vue d'une sanction. 17h06 sur Inter. Ce soir, sur France Inter, Paolo Conte est dans l'heure bleue. 20h, Laura Adler. Vous connaissez ces chansons par cœur. Vous les fredonnez quand vous êtes heureux. Parolier, romancier, inventeur de langue, Paolo Conte est notre invité. L'heure bleue, l'espace des possibles. Du lundi au jeudi, sur France Inter, à partir de 20h. Mathilde Thomas, créatrice de Caudalie, nous parle des effets de l'âge. C'est surtout le relâchement de l'ovale du visage, la peau est moins ferme, c'est ce que Resveratrol Lift va combattre. Son secret, l'association brevetée par Caudalie et Harvard de resveratrol de vigne et d'acide hyaluronique pour repulper, redensifier et raffermir le visage. Dans cette gamme, découvrez ma crème cachemire redensifiante, une texture légère, ultra hydratante qui allie confort et efficacité. Crème cachemire de Caudalie. Effet lifting, touché cachemire. Caudalie, numéro 1 des soins anti-âge en pharmacie. Il y a quelqu'un? Oui, Laetitia Gaillet. Oui, je dis juste que c'est l'heure pour les pains Jupiter. Merci parce que vous m'avez réveillée là. Oui, hein, je siffle bien. Hein. Merci Laetitia pour les informations. Je vous en prie. Le prochain rendez-vous avec la rédaction, ce sera à 18h. Mais le prochain rendez-vous avec les informations, presque 17h17, on est d'accord. Halte à 17h17. Très bien, allons-y. « 10h25 dans la fabrique de l'humour. » Et dis donc les gars, je lis la doc de l'invité là et parmi ses influences, il cite un certain Alex Vizorek. Bah c'est normal. Ouais. Il cite aussi Guillaume Meurice. Ah t'es sûr de ça? Bah si, c'est la base, hein, on forme la relève, c'est normal. J'avoue que c'est un petit peu ça qui m'inquiète. Pardon, qu'est-ce que... Avant les humoristes, ils visaient des proches ou Coluche. Oui, bah c'était plus compliqué à atteindre. Ouais, tandis que nous, bah tu fais deux brèves, tu tends un micro, t'y es quoi. Ah bah ça c'est sûr, puis lui il est même déjà loin devant. Je veux dire, c'est comme si Federer disait qu'il avait voulu commencer le métier en regardant Henri Lecomte et Guy Forget. Alors t'es gentil ma petite. Pardon Charline, mais là on discute entre vieux routiers de l'humour. Et donc voilà, quand nous on voit des gens comme Bertrand Huskla qui arrivent tout ça sur le marché plein d'envie, on se doit de leur donner quelques conseils, des tips quoi. On doit peut-être même faire des tutos sur YouTube. Ah voilà, justement YouTube. Oui. Voilà. Vous avez combien de followers sur votre chaîne? On les compte plus. Bah non, déjà parce qu'on n'a pas de chaîne. Voilà. D'accord, parce que Bertrand Huskla c'est des centaines de milliers. Oui, alors il maîtrise la machine, mais est-ce qu'il maîtrise vraiment l'humour? Non, mais c'est pas mal ces petits sketchs, les parodies de Brut, je sais pas quoi. Un peu maladroit par moment. L'humour c'est du travail. Ah d'accord, oui. Parce que tout à l'heure dans ta comparaison, Henri Lecomte, c'était qui? Oui, parce que Guy Forget, si nous on est Federer. Du coup t'as fait une erreur dans la métaphore. Non, je crois pas, non. Allez, je vous laisse les Cédric Pioline, Fabrice Santoro de la rigolade. Hein. Qui ça? Serena Williams s'en va préparer l'émission. Bonjour la France Inter, vous écoutez Radio Startup Nation et voici la devise du jour. Au royaume des startups, les burn-out sont rois. Et voici le sommaire. Le président de la République est dans sa période verte au Mont-Blanc, là où les dégâts climatiques sont les plus visibles en France. Il vient constater et proposer. Mais dans ce domaine, l'écologie et le climat, est-il vraiment crédible? Ah oui, ça ils l'ont dit, il y a une dérive des continents. Ah non, moi je trouve pas. Les modérateurs sur Facebook, les coursiers à vélo, les forçats du clic
forment cette masse de travailleurs invisibles, cachés, dont on a encore du mal à cerner les contours. Un documentaire leur donne la parole et les témoignages sont forts. De toute façon, Uber, c'est un enculé. C'est un fils de pute, Uber. Une belle question de société que nous n'avons curieusement encore jamais abordée. C'est vrai, il a raison, mais elle, parce qu'elle sait le sujet. Peut-on regarder du porno dans les transports en commun ? Oui, on l'a pas abordé ça. Pas à l'antenne en tout cas. Pas trop. Et pourtant, des passagers choisissent cette distraction. La compagnie américaine United Airlines forme ses équipages. Ah bah ça y est, ah là là, vous êtes tout trempé du slip. Je suis désolé. Bah oui, en plus, j'adore ce slip. Et... Oui, passe la transition là. C'est Alex Vizorel. Voilà, bonjour à tous, une toute belle équipe autour de la table à 17h20, c'est un duo. Une qui dit une chronique pendant que l'autre lui met des coups de pied dans le ventre. Bonjour Rokiata Wedarogo. Bonjour Alex. Comment vous allez Ça va. La famille va bien? La famille va bien, tout le monde va bien. De quoi on va parler? Aujourd'hui, on va parler de Ndjankwale, le faiseur de paix. Voilà, ça m'apprendra à poser la question. À 17h30, notre reporter de terrain est allé là où l'actualité se passe. Malgré l'hostilité qu'il inspire aux indigènes, il a pris son passe Navigo et son inconscience est allé à Levallois-Perret. Évidemment, puisque Patoche est libre, il est libéré. Je suis donc allé à Levallois pour évoquer sa sortie de prison. Et je vous garantis une chronique avec quand même pas mal d'émotions. Ce qui nous a touchés, c'est qu'il a pris quand même le courage d'ouvrir la vitre et de nous faire un coucou. Je sais pas comment je fais pour pas chialer. Je suis un monstre. Et enfin, à 17h40, celle qui est intrigante comme une quatrième de couverture et inconstante comme un signet, c'est vous, Juliette Arnaud, bonjour. Bonjour Alex. C'est joli, non, pour une fois. Je ne suis pas inconstante, Alex. Alors ça, on oui, en parlera une autre fois. vous me le demandez pas, Voilà, je vous le dis quand même. On va parler d'une écrivaine italienne qui s'appelle Lucia de Ramo. Chic. Voici celui qui va mettre le bazar dans l'open space. Enfin, si c'était nécessaire, parce qu'il y a déjà beaucoup de bazar tous les jours. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes... Je suis Pierre Ninet. J'adore. Mais c'est Dawson. J'aurais aimé être Pierre Ninet. Alors désolé, je corrige. Je suis ravie, je pensais que c'était cette enflure de Bertrand Huskla. Voilà, c'est ça, désolé, voilà, on déçoit les auditeurs. Je suis Bertrand Huskla, hélas. Et alors, cette soirée des Césars, ça s'annonce comment? Compliqué en ce moment. Je vous cache pas qu'on est sur des doses complexes, mais on va y arriver normalement. Bertrand Huskla, vous êtes un as de la parodie, avec notamment le collectif Yes Vous Aime, dont on diffuse régulièrement des extraits dans cette émission. Oui, j'entends parfois, c'est gentil. Et aussi en solo, en tout cas en solo à l'écran, parce qu'il y a une équipe derrière quand même, j'imagine. On vous voit dans Brut, où vous faites une satire de notre société à travers des personnages. C'est une parodie de Brut, c'est-à-dire le flux d'informations qu'on peut voir sur Facebook ou Twitter. Alors vous incarnez le chargeur de trottinette, le cadre supérieur en grève, le type qui achète avec frénésie sur Internet pile le jour du Black Friday. Alors, j'ai lu que vous aviez étudié les sciences politiques. Oui, c'est ça. Ouais. Et aussi, vous avez été formé au Conservatoire de Paris. Alors, c'est ça. Alors, la petite rectification, c'est que j'ai une licence de sciences politiques, mais à la Sorbonne, mais j'ai raté Sciences Po 8 fois, je crois, cumulé avec toutes les provinces, les Tours de France et tout ça. Et comme j'avais toute cette frustration de ne pas rentrer dans une espèce d'institution d'État, finalement, je me suis dirigé vers le Conservatoire national. Donc, je me disais, Sciences Po et le Conservatoire, avec ce que vous faites aujourd'hui dans Brut, ça marie ces deux compétences finalement. Ouais, finalement, voilà, j'ai étudié la politique, mais je me suis dit que pour vraiment faire changer les choses, il fallait faire de l'humour. Voilà, bienvenue, parce que nous on le fait tous les jours et ça change pas mal. C'est-à-dire que dans ce que vous faites, il y a d'abord un travail de regarder ce qui se passe dans la société, parce que vous flairez l'air du temps, les personnages que vous incarnez, les sujets que vous traitez, vous êtes de plein pied dans votre époque, donc vous nous analysez quand même. Vous dites ça parce que vous traitez le même sujet que lui, si ça se trouve, vous êtes tous les deux à côté de la plaque. À un moment, il faudrait se mettre d'accord sur le sujet. Et vous interprétez des personnages, donc il y a deux volets à votre travail qui... Ouais, en fait, bizarrement, il y a une espèce de fuite qu'il y a de toutes ces choses sérieuses que j'ai pu étudier, comme la science politique, le regard sur le monde un peu au premier degré, parce que dans l'exercice d'acteur, il y a une forme d'exercice du doute en permanence, c'est-à-dire que par la simple interprétation, de se dire qu'on devient comme une espèce de membrane qui va capter un truc, mais sans avoir le discours clair premier degré, je suis jamais très très sûr de ce que je pense. Tandis qu'en le jouant, en moquant, en parodiant, là j'ai l'impression de pouvoir taper fort, mais fort de mon doute. Donc ça paraît un peu bizarre comme ça, mais j'ai l'impression d'être un peu plus libre, de pas être sûr de ce que je dis. Il s'enfuit. Il nous enfume un peu. On peut voir ces vidéos sur la chaîne YouTube Yes Vous Aime, et aussi les mardis et vendredis maintenant dans Click sur Canal+ à 19h55. Est-ce qu'on peut dire que ça vous ressemble, ce que vous faites aujourd'hui ?
Ouais. Quelque part, ça me ressemble et en même temps, je commence à me dire que ça m'éloigne aussi un peu du métier d'acteur qui est censé être normalement avoir une espèce de secret autour de soi, de pas trop montrer ce qu'on pense, qu'on dit. Là, le média est qualifié, enfin, ce que je fais en tout cas est qualifié d'engagé. Je suis pas trop sûr de cette étiquette. Moi, c'est juste, ça me fait rire. Il se trouve que par hasard, c'est un peu les mêmes sujets. Mais ouais, ça commence à me ressembler puisque. Et en même temps, j'ai parfois la petite nostalgie de ce que je faisais avec mon groupe avant, qui s'appelle Yes Vous Aime, parce que ils sont pas morts. Ils sont pas morts. Ils sont pas tous. En tout cas, j'ai essayé de m'en débarrasser pour prendre le contrôle de la chaîne, mais pas tout à fait. Mais je trouvais qu'on était vraiment, voilà, on va refaire des choses ensemble, mais c'est un truc qui me manque un peu parce qu'on était fort d'une équipe, de point de vue, d'une équipe de gens qui jouent. Et en fait, avec Brut, c'est la première fois que je joue un peu les règles des réseaux sociaux. Un format récurrent, une seule tête, un nom rapide, en format carré sur les réseaux. Et en fait, c'est juste cette expérience un peu cynique de jouer le jeu des médias et de voir que ça fonctionne depuis 6 mois maintenant que c'est commencé à être diffusé. Voilà, j'ai un petit regard un peu cynique, mais bon, le programme est cynique en lui-même. Hein. C'est la ligne directrice, il n'y a pas que ça j'imagine, mais quelle est votre intention dans la satire ? Est-ce qu'elle transparaît à travers les sujets que vous choisissez, leur traitement quelle serait presque la ligne éditoriale ? Parce que ça s'appelle Brut, donc parodie d'un site d'info brut, donc il y a aussi une ligne éditoriale chez vous. Ouais, moi la petite ligne éditoriale, c'est l'espèce de décalage qu'il peut y avoir entre la posture morale qui est bonne et le paradoxe après des gens qui agissent. Alors ça peut être des gens extrêmement cyniques, comme un start-upper qui va avoir un terminal de paiement pour SDF parce que y a du fric à se faire quand même à cet endroit-là. Ou alors les petits rouages de système, on va parler tout à l'heure des gens, des ouvriers du clic, tous ces gens-là en fait qui subissent en fait un peu ça. Donc en fait c'est de m'intéresser un petit peu au rouage. Je trouve qu'il y a une dose de cynisme qui est terrible de voir qu'en fait le mal, indépendamment de la volonté des gens, est exercé par des petits humains qui sont écrasés par un système. Et ça c'est peut-être un peu la ligne que je peux avoir. Et aussi que j'ai une tête de militant en marche ratée, donc je peux bien les jouer. Pour les gens qui vous connaîtraient pas trop, est-ce qu'on peut dire que vous êtes dans l'héritage et qui vont aller voir maintenant vos vidéos, maintenant qu'ils vous ont entendu, dans l'héritage des inconnus du Palma Show? Est-ce que c'est cette tradition qui vous a donné envie de parler de ce que la société fait aujourd'hui, eux qui l'ont traité avant? Ouais, alors moi c'est sur 2 points. Déjà les inconnus, moi j'étais biberonné à ce qu'ils faisaient. J'ai pas envie de les citer comme ça y est, je me réclame d'eux, mais c'est en termes de référence, ne serait-ce que le parcours classique de formation de Didier Bourdon dans lequel je me retrouve aussi, et que quand il dit 3 ans de conservatoire pour finir à poil à se cacher avec le chapeau, bref, je me retrouve un petit peu là-dedans. Et la deuxième partie de la question à laquelle je voulais répondre, c'est que je me souviens plus de ce que je voulais dire. Voilà. Alors moi j'avais une question par rapport aux médias, c'est-à-dire que vous étiez très libre sans doute sur YouTube et vous pouviez faire ce que vous voulez. Quand Canal vient frapper à votre porte, est-ce que vous réfléchissez à être moins libre là-bas ou à vous dire en fait non, je vais aller gagner du public là-bas? J'ai l'impression de profiter d'une vague qui se passe à Canal+, avec l'arrivée de Mouloud Achour, où il y a une espèce de mise en avant maintenant de contenu qui, je dirais, allez, je j'ose encore une fois le mot engagé, mais j'ai l'impression protégé par ça, une volonté de renouveler éditorialement la chaîne. Et là-dessus, j'ai, pour l'instant, pas trop de retour sur mes textes. C'est du faux bois, je suis désolé. Depuis que les autolibes de Bolloré se sont cassés la gueule, vous ne pouvez plus les parodier. Non, c'est vrai que c'est compliqué, ça faisait un beau sujet, c'est dommage. Parce que ça risque d'être un sujet... Ouais, non, ça je vais éviter de taper sur la main qui me nourrit, je suis pas non plus idiot, mais il y a plein d'autres... Je connais ça, mais ils vont pas être d'accord avec vous. Ouais, mais bon, vous êtes... C'est un motif de pendaison, nous, pour nous. Par les cheveux, mais très longtemps, mais par les cheveux. Comment vous pourriez résumer un petit peu l'esprit, si c'est possible? C'est une question difficile, mais résumer un peu l'esprit de la société dans laquelle on vit, parce que si on regarde toute votre vidéo, c'est toute votre œuvre jusqu'à présent, c'est un tableau impressionniste d'un tournant de société qu'on est en train de vivre. Moi, c'est une espèce de rapport à la méchanceté, à la cruauté, qui est quelque chose qui est le fait de notre société, en fait, qui ne se cache pas de l'utiliser. C'est des trucs qu'on voit assez souvent, et j'ai un peu de mal avec l'humour bien pensant et gentil, parce que j'ai pas envie que la cruauté et la méchanceté... Vous êtes très mal mis, là. soit un peu soit réservé simplement à un seul côté de la société. Il faut combattre le feu par le feu, et je pense que cette méchanceté, si on l'a pas dans l'humour, et si on passe son temps à éviter les sujets, l'humour ne sert plus à grand chose. Oh là là, c'est beau. On va rester là-dessus parce que c'est très joli ce que vous venez de dire. Bertrand Huskla avec nous. C'est l'homme de Brut tous les mardis et vendredis sur Click, canal 19h55, mais aussi sur la chaîne YouTube Yes Vous Aime. Il est avec nous jusqu'à 18h. Et en plus, il y a Iggy Pop, Love's Missing. Oh, on est bien. She's thinking about something we all need. Clock's ticking, not giving her room to breathe. Love screaming.
C'était Iggy Pop. Mais je suis sûre que vous préférez Bertrand Huskla, le comédien. Et ça tombe tellement bien, il est avec nous. C'est vrai qu'il y a un lien. Bertrand Huskla, l'homme de Broute, sur Canal et sur YouTube. Pour l'entourer, Alex. Eh bien, je vois Guillaume Meurice, je vois Roukiata Ouedraogo et Juliette Arnaud, ainsi que l'humour de qualité non bienveillant qui arrive maintenant. Ah oui. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas de nouvelles. Tiens. Chacun jugera. Moi, j'ai plutôt apprécié que le président nous dise, paradoxalement, de rester un peu des amateurs, qu'on garde cette fraîcheur. Le journal de presque 17h17. Tu vois, je te le disais, ces mecs sont de foutus amateurs. Et on commence par les titres. Emmanuel Macron était aujourd'hui en visite dans les Alpes. Et on ne sait pas si l'occasion d'y croiser les premiers de cordée, parce que ça serait bien qu'il leur rappelle que ça doit ruisseler. Affaire Mila. Oui. Brigitte Macron estime qu'on peut parler de tout, mais attention à la manière dont on en parle. Et elle a raison. Par exemple, on peut parler du système social français, mais il faut éviter de dire que ça coûte un pognon de dingue. Et des brèves. Si on peut parler de tout, on peut faire des brèves. C'est Brigitte qui l'a dit. Et surtout n'importe quoi. Allez. On commence par ce séisme politique. On n'était pas prêts, Hier soir, on était tous comme d'habitude devant TPMP, touche pas à mon poste. Joachim Sonforget était sur le plateau et attention. Bah écoute Cyril, moi je pense qu'à un moment donné, quand on pense qu'on a les moyens de faire quelque chose pour son pays, il faut le faire, il faut avoir le courage. Donc j'ai envie d'être candidat. Donc aujourd'hui vous nous dites... Aujourd'hui je te dis Cyril, aujourd'hui je dis aux téléspectateurs, aux chroniqueurs, que je serai candidat à la présidentielle 2022. On va le faire avec Alexandre, on va le faire avec plein de monde. Attendez, avec Alexandre. Ah non, j'y suis pour rien, c'est pas vrai. Non, c'est Alexandre Benalla. Parce qu'évidemment, on a un ticket complet. Si Francis Lalanne appelle, il va être le bienvenu. Gros attelage donc déjà. On a un président, un ministre de l'Intérieur. Mais attention, écoutez un peu les motivations du bonhomme. J'aime les Français, dans leur diversité, dans leurs différences, dans le fait qu'ils soient de droite et de gauche. Je trouve que c'est respectable que les gens soient ou de droite ou de gauche. Parce que j'ai un projet présidentiel à construire, à proposer aux Français. Ça vous rappelle rien, ça, ou de droite ou de gauche, j'ai un projet Non. Ah, non, ok. Et comme la soirée se passait bien sur TPMP, ils se sont dit, on va rajouter une petite couche. Cyril Hanouna qui appelle Isabelle Balkany. Vous allez me soutenir si je me présente en 2022 ? Ah bien alors, complètement. Si vous avez besoin d'une vieille qui sait ce que c'est qu'une campagne électorale, je suis là. Voilà, on est bien, on est bien, plus que 2 ans. Patrick Balkany est donc sorti de prison pour raison médicale. Il a été placé sous contrôle judiciaire. On attend avec impatience l'interview de Léa Salamé en direct du moulin de Givierne. Ah bon ? Mais qu'est-ce qu'elle pourrait lui demander par Elle exemple ? pourrait lui demander, vous avez conscience que pour beaucoup d'enfants, vous êtes l'homme qui s'est évadé grâce à un certificat médical ? Selon Bruno Le Maire, cette fois, le coronavirus pourrait coûter 0,1 point de croissance à la France en 2020. Ça va, ok, il tue, il se propage facilement, mais il a fait que très peu la croissance et c'est la bonne nouvelle. Municipal à présent, pour attirer l'attention, une liste écologiste de Dijon a imprimé des affiches avec en gros caractères le mot sexe, suivi en plus petit d'une accroche. Maintenant que vous êtes attentifs, occupons-nous du climat. Excellente idée, utiliser le sexe pour attirer vers l'écologie, la technique inverse de Denis Baupin. À Nice, la statue en hommage à Jacques Chirac a été amputée de 2 doigts. Oui, le pauvre Jacques Chirac, avant sa mort, il n'avait plus toute sa tête et après sa mort, il n'a plus tous ses doigts. À Marseille, le patron des assises de l'habitat est soupçonné de louer des logements indignes. Voilà, oui, mais sur ce genre de dossier, c'est pas mal aussi d'avoir quelqu'un qui connaît bien le sujet. Donc on avait pensé à lui. En parlant de quelqu'un qui connaît bien le sujet, c'est des brèves. Des brèves sur l'amour. Un zoo aux États-Unis propose de donner le nom de votre ex à un cafard pour la Saint-Valentin. Vous n'êtes pas tenté, vous ? Non, parce que si je fais ça, le zoo va devoir construire une extension vivarium et c'est pas nécessaire. Allez, la dernière. Et la dernière, en plein divorce, il brûle $1 million pour ne rien laisser à sa femme. Je vais pas me tromper, mais à mon avis, elle aurait préféré qu'un cafard porte son nom. Merci Alex Vizorek. Est-ce que tout le monde autour de cette table voit bien qui est Joachim Sonforget ? Oui, bien sûr. C'est député de la République. Oui, vous dites... Ex la République. Non mais c'était pour être sûr parce que comme ça sera notre prochain président, on l'aime beaucoup d'ailleurs. Je préférerais que on va pas mentir, on va le soutenir, bien sûr. Le voit bien chez vous aussi. Voilà. Alors premier sujet avec vous Bertrand Huskla. Le président de la République a passé la nuit dans un refuge au Mont Blanc avec des experts du climat. Il a constaté le recul de la mer de glace qui perd depuis 2000 chaque année jusqu'à 3 mètres d'épaisseur. Le champion de la Terre prend le dossier à bras-le-corps. Alors l'opposition parle de sommet de la foutaise. Macron a un tel déficit de crédibilité dans le dossier climat-écologie qu'on soupçonne que quand on lui dit « venez, on va au glacier », il dit « super, je prends 2 boules ».
En Marche, l'écologie, c'est une véritable passion. On travaille tard, parfois nous prenons même 1h30 du matin pour faire passer des lois comme celle sur les touillettes. On a bien avancé quand même. Alors continuez à nous faire confiance. Soyez fiers de votre président. Ne revenez pas sur votre choix démocratique exprimé l'an dernier. Voter, c'est voter. Reprendre, c'est gueuler. C'est vous, Bertrand Huskla, dans Brut. C'était le premier, c'est tout premier d'ailleurs, ouais, c'est ça qui est drôle. Bien sûr. Nostalgie. Mais alors, il y a un sens à ça aussi, le tout premier, parce qu'il y a eu un déclencheur quand on fait pour la première fois quelque chose. Bah ouais, d'ailleurs, c'est en réentendant le fait de parler des touillettes, c'était vraiment ça qui avait fait partir le truc. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait une vidéo, c'était Aurélien Barraud qui a fait une vidéo Brut où il parlait d'urgence climatique. Il disait maintenant, et il reprenait en boucle, et il y avait un décalage de fait en fait avec ce qui se passait, puisque nous on était sur des touillettes quoi. Et là on reprend des sacs plastiques en 2040, tout ça. Et c'est vrai que vous incarnez magnifiquement le député LREM, c'est fou. Ben ouais. C'est votre emploi. Je le prends bien. Et non ouais, c'est parce que je sens que je crois que j'aurais pu devenir un peu ça en fait. Si j'avais. C'est un regret que vous nous exprimez Pas trop. Non, ça va, je suis très content. Mais, alors dans le fond du dossier, l'opposition dit c'est le sommet du greenwashing, etc. Emmanuel Macron ne semble pas très audible et crédible sur l'écologie. On le soupçonne toujours de ne pas être sincère, de rien piger, et surtout que les municipales arrivent et que les Verts vont sans doute avoir le vent en poupe. On le soupçonne aussi d'avoir fait ça voilà, parce que... c'est pas aimable. On est un con, mais on voit très bien qu'il pense ça. Est-ce que vous trouvez que c'est justifié? Pourquoi? Vous qui regardez ça de près quand même. Ouais, je sais pas. En fait, moi, l'honnêteté des gens en politique, déjà, c'est un truc où... Alors, sans être dans un truc de tous pourris, je sais pas quoi, c'est que je suis pas sensible à ça, moi, du moment qu'il est bon ou je sais pas quoi. Si jamais j'apprends que, je sais pas, Jean-Marie Le Pen est pas raciste, ça change rien à ce qu'il a fait pour la France, finalement. Mais j'ai un peu ce rapport-là où, voilà, l'honnêteté m'intéresse pas trop. Après, je conçois parfaitement qu'il se mette à danser sur son pied gauche parce que ça va faire mal et ça va faire peur, mais après je pense qu'on en arrive à un niveau où les effets de déclaration, je crois qu'il y a du papier toilette recyclable à l'Élysée quoi. C'est ce qui a été dit en fait, et je pense qu'à un moment on en arrive à un endroit où il va falloir faire un peu des trucs un peu plus concrets quoi. Des toilettes sèches peut-être. Ouais, c'est la prochaine étape. Mais il est toujours dans une optique de réparer les trucs plutôt que de prendre un peu d'avance sur ce qui devrait se passer. Oui, d'avoir de la vision. Oui. Voilà un peu ça, et quand on regarde ce qui se passait, je sais pas, sur le mariage gay, la peine de mort, tout ça, il y avait quand même, on se dit on va prévoir, quitte à être contre l'opinion publique et avoir des petits coups de courage politique, et en fait par opportunisme, par en même tentisme, il n'y a pas grand chose qui est prévu d'avance quoi. Vous voulez la peine de mort pour les gens qui veulent le mariage gay? Pour voilà, à mort les gays, à mort les gays, et Jésus n'est qu'un... Et Courrier de France Inter, il faut le tweeter. Vous savez, moi, j'en ai vu d'autres. Oui. Roukiata Ouedraogo, si vous voulez dire comment ouais, une petite bite, comme l'autre jour, vraiment, ne vous gênez pas. Mais je sais que c'est pas votre style. Roukiata. Alors, on critique beaucoup le président Macron ces 2 dernières années. Pourtant, c'est quelqu'un de très intelligent. Bon, un peu maladroit parfois, il arrive souvent même à se mettre à dos tout le monde. Mais je trouve ça un peu injuste car les gens qui le critiquent ne prennent pas assez son âge en compte. Vous savez quel âge il a? Macron? Charlie. 42. 42 ans. Moi j'en ai 40. Et honnêtement, vous me voyez à l'Élysée? Non mais c'est vrai, chez nous, 42 ans, ça correspond à la durée moyenne des mandats présidentiels. Ici, un président doit tout faire en 5 ans. Vous imaginez la pression sur les épaules du gars? Donc de temps en temps, Macron s'accorde quelques jours pour souffler un peu. Et c'est ainsi qu'il allait célébrer son 42e anniversaire en Côte d'Ivoire en décembre dernier auprès d'un grand ami de la France, monsieur Alassane Dramane Ouattara. Comment je sais tout ça? Mais c'est tonton Trofot qui m'a dit tout ça, oui. Et vous savez, tous les Burkinabés qui migrent en France ne viennent pas chercher du travail, hein. Non. La plupart vont en Côte d'Ivoire. Bon, d'abord pour nous, gagner un visa pour la France, c'est un peu dur. Bon, beaucoup plus dur que de gagner au loto. Et puis la Côte d'Ivoire, c'est juste à côté. Donc tonton Théophraste, qui n'est pas très bien payé à l'université de Ouagadougou, va parfois faire des extras à Abidjan, comme maître d'hôtel. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé à servir le koutoukou, le vin de palme, et les arachides à la soirée d'anniversaire de monsieur Macron. Et tu sais ma fille, il y a eu une sacrée fête chez les Macron. Ah oui, en Côte d'Ivoire. Et les Macron là, ils ont gâté le coin correctement en dansant sur les chansons du groupe Magic System.
ça va bouger. Ah, ça a dû les faire du bien, tonton, hein, de s'amuser un peu, non? Ah, tu verrais, ma fille, comment il a la banane, ton président, quand il est en Afrique. Ah, mais je crois que vous le maltraitez trop en France, hein, vous les Français là. D'ailleurs, profite de la radio tant que tu y es encore pour dire aux Français d'arrêter d'être en pétard contre Monsieur Macron. C'est un garçon un peu impétueux, certes, mais il faut savoir lui pardonner ses erreurs de jeunesse. Eh tonton, ce que tu demandes aux Français là, ça va être un peu compliqué en ce moment. Ma fille, je pense qu'il y a un peu d'incompréhension entre Monsieur Macron et les Français. Monsieur Macron, c'est le président de l'élite moderne et mondialisée. Mais je pense que ce qui lui manque un peu, c'est un bon ancrage dans les traditions locales. Ah bon? Oui, et les Ivoiriens ont bien fait les choses. Ils l'ont intronisé chef de village lors de son séjour. Et comme le veut la tradition, il a reçu un nouveau nom, Ndjankoulé, qui veut dire le faiseur de paix. Ah oui, voilà. Oui. Moi, j'avais pas la même traduction, c'est pour ça. De la paix. Oui, l'ouvrier de la paix. Ah, on s'est bien rigolé en Afrique, hein, ma fille. Ah, ça c'est sûr, tonton. Ah, ma fille, tu aurais été là. Ah, tu aurais été fière de ton président. Il a aussi reçu le kit complet de chef de village. Non. Si. On lui a donné un bonnet de chef, un pagne pour mettre autour des reins, un autre sur les épaules, un bâton de commandement et des belles sandales en peau de margouilla. Et tonton, tu as pris des photos, j'espère. J'imagine Macron en tenue traditionnelle, en train de se faire ventiler avec le chasse-mouche par Brigitte. Ah, ça aurait eu de la gueule, non? Ah, malheureusement, ma fille, Monsieur Macron a remercié tout le monde, mais il a refusé de porter sa tenue de chef en public. C'est pourtant un grand honneur que lui ont fait les Ivoiriens. Ah, je sais bien, tonton. Les présidents français sont toujours aussi décevants pour nous, les Africains. Ah, ça, c'est vrai, ma fille. Mais ce n'est pas grave. On les aime quand même. Roukiata Ouedraogo, merci. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu dans cette tenue traditionnelle. Il n'y a pas eu de photo. Non, il ne l'a pas porté. Parce que Hollande en chapka, on s'en souvient tous très très bien. Ils ont tous eu des... C'est pour éviter ça même. Je crois que pas mis ça. Ils ont tous eu des habits traditionnels. C'est ça, avec les colliers de fleurs, des choses comme ça. Ça ne s'y est pas toujours. Non, ça dépend. Ça va pas Hollande, on y va, c'est le coup de bol. Merci Roukiata. Ah, dis donc, c'est Jacques Higelin. Oui, Juliette. Je sais qu'elle est fan, moi aussi. Champagne, c'est une de mes chansons préférées. Je vous dis, je vous raconte ma vie. On est content de ça. Pareil, vous êtes sur France Inter. Par Jupiter. La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Saisie d'une sainte frousse, tout le commun des mortels croit voir le diable à ses trousses. Valet, volage et vulgaire, ouvrez mon sarcophage, et vous pages pervers, courez au cimetière, prévenez de ma part, mes amis nécrophages, que ce soir nous sommes attendus dans les marécages. Voici mon message. Cauchemars, fantômes et squelettes, des siffletés aux idées noires, près de la mare aux oubliettes, venus du sphère obligatoire. Elfe follet, elfe faune et farfadet, c'est Fred mes grands carnassiers. Une muse un peu dodue me dit d'un air entendu, vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer deux, trois pendus attablés qui sont venus sans cravate. Ah, vous a marqué. Elle me lance un œil hagard et vomit sans crier gare quelques vipères écarlates. Vampire ébloui par de l'ubérique vestale, égéries insatiables chevauchant des valkyries, infernales appétits de frénésie bacchanale qui charment nos âmes envahies par la mélancolie. Satire, joufflu, bouc émissaire, gargouilleuse émue, fière gorgone, laissez ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne.
boirait bien un coup avec Juliette là-dessus. Merci Chewbacca pour cette programmation musicale. Il est 17h37 sur France Inter. Bertrand Huskla est en notre compagnie. C'est le monsieur de Brout. Oui. Sur Canal et sur sa chaîne YouTube Yes Vous Aime, qu'on vous conseille chaleureusement parce que nous, on est tous fans autour de cette table. On est très heureux que vous soyez là avec nous. Je suis honoré. Et est-ce que vous aimez le travail d'un certain Guillaume Meurice? Est-ce qu'il vous inspire? Honnêtement. Je suis de loin. Le travail, n'exagérons rien. Il y a une petite filiation quoi? Bah, on s'apprécie mutuellement. Oh, c'est bon. Allez. Allez. Guet de roue. Ce serait ok, yes. Bah, écoutez, incroyable scène de liesse populaire hier dans les rues de Levallois-Perret à l'annonce de la libération de Patrick Balkany. Saint-Patoche, comme on l'appelle là-bas, le seul généticine des Hauts-de-Seine. C'est vrai que l'ambiance était surréaliste, avec toute la population dans les rues, aux fenêtres. Des femmes ouvraient leurs chemisiers pour exhiber leurs abus de biens sociaux. Des hommes de tous les âges qui faisaient l'hélicoptère avec leur prise illégale d'intérêt. On n'avait pas vu autant de ferveur depuis la relaxe de Charles Pasqua dans l'affaire des ventes d'armes à Angola. Voilà, pour vous dire un peu le niveau. C'était absolument dingue. Alors, vous le savez, Levallois, c'est ma ville de cœur. J'y passe tellement de temps que je pourrais payer les impôts locaux là-bas. Bon, payer des impôts à Levallois, c'est comme draguer Gabriel Matzneff en lui disant qu'on a eu son bac. Ça n'a aucun sens. Voilà. Ce qui a du sens, c'est que Patoche est libre, ça on l'a bien compris. Et ce matin, à la permanence de Patrick Balkany, c'était l'effervescence, la joie, la folie. Un couple est passé dans la rue avec une poussette. La dame est rentrée avec un sac congélation et une bouteille de champagne. Et elle a dit, j'ai entendu à la télé que M. Balkany était libéré. J'ai pris la bouteille de champagne dans mon réfrigérateur et je vous l'offre. Donc vous avez pris une énorme cuite au champagne hier. Non, deux coupes de champagne. On a même invité les journalistes, mais ils ont dit non, ils ne peuvent pas pendant leur... Il y a des journalistes avec de la déontologie? Bien sûr. Oh bon, les salauds. Sûrement les gauchias de Mediapart. Amenez-nous le Patoche à la matinale d'Inter, vous allez voir, on va le cajoler. Dominique Seux a encore un petit stock de questions avec du lubrifiant. Ça va bien se passer. Et on va même lancer sa campagne. On peut lancer la campagne aujourd'hui, la France le veut, Patoche 2022. Moi, je serais d'accord. Si lui est d'accord, moi, je serais d'accord. Hein. Ben voilà, on y va alors. De toute façon, c'est un visionnaire. Hein. Et justement, qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme vision pour la France? Je ne peux pas dire ce qu'il y aura dans sa campagne. Mais de toute façon, on le soutiendra. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Même si c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Voilà, ouais, on s'en fout parce que c'est Patoche. Moi, je souhaite à tout le monde d'être aimé comme ces habitants de Levallois aiment Patoche. C'est vraiment un amour inconditionnel, familial. C'est vraiment, voilà, c'est une grande famille en fait. Chacun a des surnoms. Bon, Grindry, maintenant vous connaissez Grindry, hein, évidemment l'asiatique. Bon, voilà, tout le monde le connaît. Mais attendez, mais nous on le connaît depuis des années. Vous connaissez Grindry? Oui, il faisait partie des Village People. Tout le monde l'appelle comme ça. Alors, attends, il fait partie des Village People. C'est quand il y a eu quand ils sont arrivés en France. Est-ce que ce serait pas les Boat People? Je sais pas, je sais rien. Là, peut-être que je suis pas assez calé là-dessus. Oui, non, peut-être c'est moi. Hein. Elle m'a foutu le doute. Non, parce que je suis nul en musique. Donc, bon, on peut être à la fois Boat People et Village People après tout. Oui, souvent quand j'ai pas de répartie, c'est que moi-même je m'attendais pas à ça. Voilà. Bon, en tout cas, voilà. L'essentiel, c'est que Grindry soit là. Il vient régulièrement nous voir à la perle. On est incapable de dire son nom de famille. On l'appelle Grindry. Ah oui. Mais est-ce que vous trouvez pas que c'est un peu raciste? Ah non, pas du tout. Oh non, oh non. S'il y a des employés bretons, est-ce que vous les appelez galets de saucisse? Non, pas du tout. Oh, bah non. On en a un breton devant vous là. Ah, est-ce qu'on peut vous appeler galets de saucisse? Non. Non? Pourquoi? Non, ça c'est une connerie monumentale. Oh, d'accord, ok, non. En plus c'est clivant parce que galets de saucisse c'est seulement à Rennes, donc c'est une vraie connerie que j'ai faite là. En plus, Manioc me disait tout à l'heure, enfin Manioc, Roukiata me disait, oh c'est compliqué de classer les gens comme ça. Bon, en tout cas le monsieur est breton, il connaît bien la justice et les Bretons. Au mieux fait de regarder du côté de Drillon, qui est un superbe escroc. Est-ce que le Drillon est plus ou moins un escroc que Patrick Balkany? Patrick n'est pas un escroc. Il a fait une connerie qui est de ne pas déclarer une partie de son capital. Mais c'est un oubli. Je n'irai pas jusqu'à là. Non, on va pas aller jusque-là non plus, mais c'est une connerie, quoi. D'ailleurs, j'en profite pour signaler que j'ai fait une connerie, moi, l'autre jour. J'ai dit que Balkany était plus en préventive, alors que si, puisqu'il a fait appel et que l'appel est suspensif. Donc, vous voyez, on fait tous des conneries. Hein, regardez les parents de Castaner, ils ont fait un enfant. Voilà, on fait tous des conneries. Ce qui est important, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est la solidarité. Alors, je suis allé voir directement Titi, que vous connaissez bien maintenant. Il est régulièrement dans mes chroniques, parce que c'est le président de la SPB, l'association de soutien à Patrick Balkany. Celui qui avait fait la cagnotte. Et je voulais savoir combien il y avait dans la cagnotte. Secret défense, c'est tabou, je ne réponds pas à cette question. Je suis désolé pour vous. Mais c'est beaucoup, c'est pas beaucoup? Je sais pas. C'est vrai? Je sais pas, je peux pas vous le dire. Tout est dans les règles. J'espère bien, on est à Levallois. Voilà, ouais, si à Levallois on n'est pas dans les règles, alors non, où est-ce qu'on va hein? En tôle. Ah, et ça, plus jamais. D'ailleurs, j'ai demandé à Titi, est-ce que ce serait pas une bonne idée d'utiliser la cagnotte, parce qu'il doit quand même y avoir un petit peu de pognon dedans, pour améliorer les conditions de détention de tous les détenus.
Ah bah les détenus, moi je suis pour mon maire, moi je peux pas rentrer dans... Non, moi je m'occupe que de mon maire. Après, il y a d'autres détenus qui sont pas en bonne santé. Sais, mais moi c'est mon maire en premier, voilà. Mais là c'est bon maintenant qu'il est sorti. Bah oui, c'est très bien, voilà. Mais peut-être vous pouvez vous occuper des autres. On sait jamais. Voilà, on sait jamais. On verra. C'est ça que j'aime à Levallois, c'est qu'on sait jamais. Voilà, c'est vraiment tout est possible. Avant, vous voyez, Patrick, il était richissime, et puis maintenant, il dit qu'il est ruiné. Alors voilà, bon courage, Patoche, pour aller faire la manche, même si t'es plus habitué à faire les poches. Petite Fride vous remercie beaucoup pour cette belle chronique. Merci Guillaume Meurice. C'est fou ce qui se passe à Levallois. Ah bah c'est un microcosme, c'est un état. Il y avait une bonne ambiance ce matin. Il y avait une bonne ambiance, ils sont extrêmement sympathiques. M'ont payé le café, tout. Écoutez, on les embrasse. 17h43 à Levallois. Et les Village People quand même, on apprend. C'était énorme. Bertrand Huskla avec nous. On va aborder cet autre thème, les travailleurs du clic. Sont des millions à travers le monde, des milliers en France, et pourtant on ne les entend que très très rarement. Ils sont modérateurs sur YouTube, livreurs chez Deliveroo ou même juiceurs, c'est-à-dire qu'ils rechargent les trottinettes chez Liméo par exemple. Et le site de France Télévisions a décidé de mettre la lumière sur ces travailleurs de l'ombre exploités par les multinationales. Nous leur dédions cette chanson. J'aime bien taper sur ton clavier, ordinateur. Je rends des chiffres dans ton disque dur. C'est très pratique, c'est bien rangé. Je vais plus vite, je vais plus loin. Tu me rends service au quotidien. Et puis tu m'as dit ciao, que tu n'avais plus besoin de moi. Vous avez reconnu Bertrand Huskla ? Pas du tout. Ah, pourtant, ça peut faire partie de vos références, une variation des messages à caractère informatif bien sûr. De Nicolas et Bruno. Quelle honte de tenter là-dessus. Parce que eux, ils vous avez reconnu quand c'est un peu triste, évidemment. Il parodie aussi très très bien La République en marche. Ouais. C'est vrai. Alors, c'est un article publié dans Ouzbek Erika qui a visionné les 4 épisodes de 20 minutes de Invisible, ce docu sur France TV /. C'est donc sur Internet. Vous leur donnez de la voix, Bertrand Huskla, sous couvert d'humour. Il y a notamment un broute sur les juiceurs, les chargeurs de trottinettes. Vous leur donnez donc en fait cette visibilité qu'en réalité ils n'ont pas vraiment. Est-ce que vous avez déjà beaucoup vu ou entendu des témoignages de tous ces travailleurs du clic, comme on les appelle, qui sont cachés ? Pas assez justement, et c'est pour ça que j'essaye, je vais pas te dire de donner la voix, parce qu'encore une fois, moi c'est juste que ça me fait rire le cynisme de ça. Je pense qu'en plus les mecs qui travaillent pour Uber Eats donnent des datas à Uber qui en fait vont leur permettre de les remplacer par des voitures autonomes derrière. Donc en fait ils creusent leur propre tombe. Au-delà de jugement moral qu'on peut avoir là-dessus, c'est marrant et c'est terrible en fait, parce que c'est justement ce type d'horreur dans l'horreur qui crée des décalages un peu drôles. Donc moi c'est un truc qui peut me faire un peu rire. Vous c'est le cynisme, hein, c'est participer un peu à la dictature et je trouve et au populisme, j'ai l'impression. Il y a un peu de ça. Vous avez fait élire Trump, je le rappelle, aux États-Unis. Mais alors, on se rend compte, en voyant qu'on les a assez peu entendus, alors que leurs témoignages sont vraiment ahurissants, que jusqu'ici, c'est finalement la comédie qui s'empare beaucoup du sujet. Il y a notamment vous, il y a un film qui est sorti récemment avec Michel Blanc qui s'appelle Docteur, où un médecin de nuit croise la route d'un livreur à vélo. Est-ce que quand c'est la comédie qui s'en empare et pas encore assez peu le documentaire, qu'est-ce que ça raconte ? Je sais pas, moi j'ai pas non plus ce sentiment que la comédie s'en empare franchement, ouais, il y a peut-être 2-3 exceptions qui arrivent à chaque fois, mais... Pourquoi ? Parce que c'est nébuleux ou qu'on n'a pas encore bien pris la mesure de ce que c'était ? Ou alors que c'est anxiogène et que peut-être que le cinéma français veut pas trop aller là-dedans, alors que moi je compare toujours... J'ai un peu ce film de chevet qui est We Are Four Lions, je sais pas si vous voyez ce que c'est, qui parle de 4 terroristes islamistes qui vont faire un stage raté au Pakistan parce qu'ils tiennent le bazooka à l'envers, ils veulent viser un drone mais ils pètent le camp derrière. Je me dis quand même il y a un niveau, une distance vis-à-vis de l'horreur qu'il peut y avoir outre-Manche qu'on a un peu de mal à avoir ici. Donc ouais, j'ai l'impression que c'est beaucoup le terrain de la comédie. Au contraire, le documentaire, moi j'ai l'impression que je porte plutôt bien sur les dénonciations au premier degré, ces trucs-là. Ce broute-là vient d'un vrai brut. Je pense que moi c'est une des rares fois où j'ai vu justement, ils ont suivi toute la nuit un chargeur, un vrai avant que vous le parodiez. Et bien presque sûr. C'était drôle et angoissant, la version A. C'était un peu ça. Mais en fait, ce qui est aussi la vraie force de brut, je les parodie parce que je les aime, c'est qu'ils vont... Là, il y en a un qui est sorti sur la colline du crack. Enfin, ils
ils vont créer en fait une pensée, ils vont créer un discours. Moi, j'ai pas cette force éditoriale, je vais juste rebondir sur un truc qui me fait rire. Et parce que eux le font, moi j'y vais derrière. Mais c'est vrai que voilà, j'ai pas cette force de créer un point de vue. Moi, alors, version audio aussi, sachez que sur cette antenne, il y a notamment Comme un bruit qui court ou Interception qui ont couvert ces sujets. Et voilà, si vous voulez écouter ces paroles de ces gens, de ces modérateurs, etc., où le risque psychosocial est quand même très pesant, hein, on est d'accord. Bertrand Huskla avec nous et la littérature, Juliette Arnaud, la travailleuse la littérature, alors là, attention, la force de conviction, là, aujourd'hui, je vous sers. C'est un livre qui s'appelle Le Détour et vraiment sans jeu de mots aucun, il m'aura fallu un détour pour découvrir le détour. Il m'aura fallu une autre écrivaine, la grande, l'immense Goliarda Sapienza, l'écrivaine qui a écrit L'Art de la joie, qui est à la fois un roman et un manifeste pour des millions de lecteurs et de lectrices. Et par-delà la mort, Goliarda Sapienza m'a filé un conseil avec la parution de ses carnets intimes. Elle est morte il y a déjà un moment, Goliarda. Et dans ses carnets intimes, elle vient de lire Le Détour, on est à peu près en 79, et elle écrit donc dans son journal, peut-être un chef-d'œuvre absolu. Bon, en avant trinquant, me dis-je, on tergiverse pas de détour, on attaque le détour. Bon, en vrai, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait attaquer par le détour. Ce récit, histoire vraie, Guillaume. Oui. Réveille-toi. Ah, ça, j'aime bien ça. Voilà. Ouais. C'est une attaque dans le point de départ du bouquin est stupéfiant. Imaginez, c'est une jeune fille de 19 ans, on est en 1944, elle est fille d'un riche dignitaire du régime fasciste de Mussolini, et elle veut se rendre compte par elle-même de ce qu'il en est pour de vrai du fascisme et du nazisme et de l'antifascisme. Elle est bien fasciste. Hein. Alors, le 8 février 44... elle fait une fugue, elle quitte sa maison et sa patrie et elle s'engage comme ouvrière volontaire dans un camp de travail en Allemagne. Oui, alors là on pourrait dire grosse crise d'adolescence quand même. Hein. À titre comparatif, moi-même au même âge, je me faisais contre la vie maternelle décolorer les cheveux pour ressembler à Madonna. Pas le même game. Donc, la jeune fille de 19 ans, Luce De Ramo, 19 ans, la tête farcie de la bonne élève, hein, polyglotte, cultivée, enfant protégé de la bourgeoisie, la tête farcie de la gloire du fascisme également, se retrouve dans un camp pendant la guerre en Allemagne et devient ouvrière. Et pige assez rapidement que les idées de ses parents sont pas top. Sa conscience s'éveille, elle essaye de se faire des amis, mais les autres la craignent, elle est trop jeune, elle est trop bourgeoise, ça doit être une espionne. Mais Luce s'entête, elle a trouvé les siens, elle le sait, elle le sent, et comme Luce à cette époque s'appelait Lucette, parce que les 14 premières années de sa vie ont été françaises. Elle se souvient des grandes grèves de 36-35 à Paris et elle propose aux Français d'organiser une grève dans un camp de travail pendant la guerre en Allemagne nazie. Ouais, la gosse, elle est obstinée, hein, on appelle ça tête brûlée et surtout, elle sait épeler le mot conviction. Mais c'est pas fini. Cette grève finit mal. Litote, prison, tentative de suicide, retour forcé en Italie chez papa et maman, mais Lucette ne peut s'y résoudre. Elle est devenue quelqu'un, et je la cite, qui ne veut ni être plainte, ni être protégée, parce que la vie ne lui fait pas peur. Alors elle jette son sac à dos, qui contient son identité sociale, et maintenant qu'on ne peut plus la rattacher avec son moi social, son papa, sa maman, elle se faufile dans un convoi de déportés, et elle se débrouille pour être envoyée à Dachau en camp de concentration. Mais c'est pas fini. Elle parvient à s'enfuir. Mais c'est pas fini. À Mayence, dans l'Allemagne nazie qui s'effondre, avec des potes, elle se jette dans un immeuble qui brûle pour sauver les occupants. Un mur complet s'écroule sur elle, lui brise les 2 guiboles et la colonne vertébrale, et Lucette est paralysée, en fauteuil à vie. Mais c'est pas fini. Parce qu'ensuite, il faut vivre, reprendre des études de philo une fois que la guerre est finie, tomber amoureuse, se marier, faire un enfant, la vie normale, être trompée par son mari, divorcer de lui, mais surtout pendant 25 ans, écrire cette histoire, fouiller sa mémoire, ausculter ses raisons intimes et présentes et passées pour fabriquer un livre qui fut un best-seller en Italie à sa sortie et nous arrive en France avec une nouvelle traduction. Et c'est pas fini. Si j'étais un ministre de la Culture, je voudrais qu'un peu des cendres de Luce De Ramo entrent au Panthéon, la maison des grands hommes, et ça serait bien que ce soit aussi celle des grandes femmes. Et je pourrais lui dire doucement, entre ici, Lucette. Oui, je serais malhonnête et je la prétendrais française, mais comme ministre, c'est pas pour tout de suite. Je lui dis seulement, Lucette, merci, bisous, merci. Waouh, Juliette Arnaud, vous nous en avez parlé avec tant de ferveur qu'on ne peut pas passer à côté. C'est une lecture, je ne vois pas comment on peut s'en remettre. Enfin, c'est hallucinant. Personne n'a parlé de la Deuxième Guerre mondiale comme cette femme. Alors, rappelez les références du livre. Donc, elle s'appelle Luce De Ramo, ça s'appelait La Deviazione en italien, ça s'appelle Le Détour et c'est chez Tripode. J'ai lu le 2, elle va à Tchernobyl, elle en sort et elle file à Fukushima. Mais c'est la suite, quoi. Mais on est obligé d'être toujours avec lui. Non, moi, vous savez, c'est un petit peu par habitude, donc je ne relève plus. Mais non.
bienvenue à bord de Parc Jupiter Lines en direction du sujet 3. Et c'est le moyen que j'ai trouvé pour que vous m'écoutiez. Et cette question que vous vous êtes sans doute souvent posée, que faire dans l'avion face à un passager qui regarde un film porno? La compagnie United Airlines a observé une augmentation de cette pratique et elle a décidé d'agir en conséquence. Bon, là, le gars, il répare la vaisselle. Et la meuf, elle arrive, elle est à poil, déjà. Il se roule des grosses galoches. Comment il a plotte, le gars. Le gars, il sort son sgeg. Putain, il sort son sgeg. Je peux venir? Il a la bite du gars. La chance. Alors le son est parti trop vite. Ça arrive, ça. Oh, mais il y avait un lien, on a compris le lien. Oui, voilà, le lien. Non, mais parce qu'il y a aussi un aspect. Alors, on a entendu un sketch de Golden Moustache. Avec c'était la voix de Thomas VDB, hein. Parce qu'il y a aussi une recrudescence du harcèlement sexuel dans l'avion. Et donc il y a une organisation qui a dit à la compagnie aérienne United Airlines attendez, c'est pas normal, il y a de plus en plus de gens, faites gaffe dans vos avions qui regardent des films porno, c'est très très gênant. Et le personnel navigant n'est pas toujours bien formé pour regarder des films porno. Arrêter, voilà. Donc je me disais, déjà, est-ce qu'on peut regarder du porno dans un avion, Bertrand Huskler? Bah, déjà, c'est si on a le Wi-Fi, ça. Non, il télécharge avant, c'est prémédité. On peut déjà les prendre avant. Bah ouais, moi, je prépare pas ça. Pour les longs voyages. Alors, moi, dans le métro, je le fais sur des passagères, ce qui m'évite d'avoir ce genre de problème. Mais je sais pas, je trouve ça très très étrange quand même comme distraction. Ouais, je sais. Mais alors, admettons que vous êtes dans l'avion. On met une ambiance d'avion, allons-y. Si on a une ambiance d'avion, voilà. Déjà, j'ai ambiance d'avion. Voilà. Et votre voisin ouvre son iPad et commence à mater un film. Attends, comme ça. Je ne sais pas. Forcément. Mais... Non plus, ça fait. Je sais pas. Et vous faites quoi? Comment vous réagissez? Moi, sincèrement, je regarde par le hublot, je fais comme si de rien n'était, ou j'appelle la dame en disant c'est le petit bouton en haut, quoi. Bah oui, quand même. Moi, j'ai donné la fin du film comme un con, je l'avais déjà vu. Du coup, il râlait, quoi. Après, c'est peut-être un réalisateur qui travaille, enfin, qui regarde un peu, voilà, son montage, bah oui, évidemment. Tout ça. Et alors, est-ce que vous avez déjà ressenti un malaise en regardant un film, film qui est dans la filmo distribuée par l'avion? Il y a une scène de sexe, et puis vous dites merde. C'est les gens à côté de moi, qu'est-ce que je fais? Mais oui, puis surtout qu'il y a des enfants. Ouais, dans les scènes? Dans les... Ah non, là c'est chaud. Dans les trains, dans les avions, il y a des enfants. Ouais, moi c'est surtout sur ceux que j'ai sur moi aussi, enfin pas mes films porno, mais du coup c'est sur mon iPad quand je regarde un truc, parce que j'ai l'impression que dans l'avion il vérifie un peu ça, moi. Enfin j'ai ce sentiment là que j'ai vu. Bah apparemment il devrait. Ouais, un peu plus peut-être. Bon, écoutez, je vous renvoie à slave.fr parce que nous on est un petit peu tombé des nues avec ce sujet. On n'avait pas, ça nous était pas passé par l'esprit. Alors peut-être vous chez vous, oui, on ne sait pas. Enfin maintenant vous saurez comment réagir. Et peut-être plus tard sur Breton, on ne sait pas. Enfin bref. Oui, allez. Passons à autre chose. On savait qu'avec ce sujet. Oui, je pensais que vous alliez m'aider un peu parce que j'ai pris un sujet pour que vous m'aidiez, mais là. Vous étiez bien. J'étais à fond. Allons-y. J'ai essayé, mais je sentais que vous n'avez pas rigolé. Un petit sketch. Vous aimez bien les sketchs, Charles Vanhoenacker? Il le sait, Bertrand, qui va faire un sketch. Et on ne pouvait pas passer au-dessus de la candidature de Joachim Son-Forget, qu'il a annoncé hier chez Cyril Hanouna. Et il a dit dans son équipe, il y aurait Alexandre Benalla. Donc voilà, on avait tous les personnages pour créer un excellent sketch. Vous êtes directrice de campagne, Charline Vanhoenacker, de toute cette équipe. Attention, Bertrand, vous êtes Joachim Son-Forget. Guillaume, vous êtes Cyril Hanouna. Et je suis Alexandre Benalla. On prépare cette campagne. Bon, si on est tous réunis ici, c'est pour... Petit beauté, c'est notre projet. Voilà. Et ce projet, quel est-il? La bagarre. On va faire la bagarre. Moi à l'école, je me suis battu 3 fois, 3 défaites. Bon, je vous propose un octogone en direct sur C8, sur un ring avec des nains unijambistes qui mangent des piments chiliens. La bagarre. Mais non, pas de bagarre. Pas de bagarre. Si je vous ai réunis ici, c'est pour notre projet politique. Oh là là, la politique, moi je connais, hein. J'ai le 06 de Marlène Schiappa. Mais non, on s'en fiche de Marlène. On est là pour Joachim 2022. Youpi, je vais être président de toute la France. Oui, bah c'est pas gagné. Hein. Bon, alors moi, mes petits chéris, j'ai réfléchi à un slogan. Oh, ça va être fort. Libérons-nous de la racera. Ah oui, alors je suis pas sûre de l'idée là. Bon, alors je propose, ensemble, tout devient Darka. Moi j'avais la bagarre pour tous. Ou plus simple, Joachim, son projet. Ok, bon, on va commencer par travailler tout ça avec
l'équipe? L'équipe. Ok, bon, bah, on va commencer par composer une équipe. alors. Moi, je voulais Luke Skywalker et Bruce Wayne. Non, mais Joachim, je parle des gens qui existent, ceux qui accepteraient de travailler avec toi. J'ai Alexandre et Cyril. Ouais, ils sont là, mais qui d'autre? Je crois que j'ai fait le tour des gens qui m'aiment bien. Oh putain. Et toi, Alexandre, t'as qui dans ton équipe? Moi, je prends Booba et Caris. Tu veux dire les deux ensemble dans la même équipe? Comme ça, au conseil des ministres, on fait la bagarre. Non, pas de bagarre. Alors moi j'ai non. une toute belle équipe. Ah ben voilà, heureusement qu'il y a Cyril, hein. C'est dire si on est bien. Alors moi j'ai pensé à Benjamin Castaldi en Premier ministre. Génial. Ah ben non, pas génial. Benjamin Castaldi, mais pourquoi? Comme il a fait Love Story, il a l'habitude de gérer des gens qui foutent rien de la journée, quoi. Et donc? Donc il peut gérer la France. Ah non mais c'est pas possible. Bon alors, il nous faut un programme. Ah ouais, là on est carré, précis. Hein. Ah bah super, alors. Moi je propose de remplacer toutes les voitures par des licornes. Quoi? Bah oui, c'est à la fois écologique et en même temps plus rapide parce que ça vole. les Non mais licornes. ça n'existe pas. Oh, mais là j'en peux plus, là, je vais tout claquer. La bagarre. Moi, je me suis donné un rôle assez facile à jouer, mais. Il était un peu belge, un peu, non? Il avait un petit accent belge dans cet Alexandre Benalla. Bertrand Huskla, quels seront les prochains thèmes? Vous travaillez sur quoi là? Vous lisez quoi pour y aller? Tout ce qui me tombe sous la main. Là, clairement, je suis encore. L'écologie, ça me parle pas mal, le paradoxe écologique, le fait d'avoir une gourde réutilisable dans l'avion ou des trucs comme ça. Donc là, il y a un truc qui va se passer un peu comme ça sur un coach en écologie qui arrive. Et voilà, après, selon ce qui va tomber. Vous cherchez dans la presse, etc. Ouais, beaucoup de presse, beaucoup de radio, notamment, et des bouquins. Enfin, vraiment, tout ce que je... Et beaucoup de scroll aussi, en fait. Ce qui a été du chômage, maintenant, c'est rémunéré. Quoi comme radio? Vous écoutez quoi comme radio? J'écoute France Culture, voilà, paf. Okay. Bertrand Huskla. Nous, on s'en fout, on regarde TF1, on regarde pas. Brut, c'est les mardis et vendredis, si vous n'avez rien à faire. Sur le canal, à 19h55. Il y a éventuellement la chaîne YouTube. Yes, vous aime. Bon, nous, on préfère Arte, mais bon, si vous voulez. Merci Bertrand Huskla d'avoir passé cette heure avec nous, c'était un plaisir. Merci de l'invitation. On vous suit de près, on Merci adore beaucoup. ce que vous faites. Merci Juliette Arnaud, Rouquette Aouedra-Orgo. Merci les garçons, c'est la fin de l'émission. À demain, nous recevrons la comédienne Horatica. La collection de livres pour enfants Oli France Inter.